Alors, on est rendu à la deuxième partie au niveau du Oui, savoir-faire. Et je pense qu'ils peuvent toujours vérifier au niveau du livre. C'est à la page 71 à 111. Je dirais que c'est la partie la plus créatrice. Peut-être que c'est notre... oui. Bien, dans le fond, c'est la partie où le savoir-faire, c'est vraiment dans la méthode, c'est-à-dire la démarche comme telle. Comment on arrive à évaluer le potentiel d'adaptation d'une personne, ses capacités adaptatives. Donc, concrètement, la méthode propose une démarche en 6 étapes dans lesquelles on peut faire l'ensemble de la démarche d'évaluation. Et c'est ce qui est intéressant. Il faut dire que dans les étapes que l'on propose, il y a 3 étapes qui sont essentiellement des étapes de cueillette de données ou de prise d'information, mais qui sont des étapes qui peuvent être appliquées, je le dirais comme ça, par peu importe le type de professionnel, dans le sens où l'ensemble des intervenants psychosociaux peuvent utiliser ces étapes-là. Effectivement, parce que je pense que toute la... Puis tantôt, on va revenir plus en détail, toute la collecte de données, tout ce que ça prend, les facteurs de risque, etc., les facteurs de protection, comme je dis, qu'on va développer davantage. Toute cette partie-là, moi, je pense qu'elle est commune à tous les intervenants psychosociaux. Tout à fait, OK? tout à fait. Je pense que c'est plus la deuxième partie où on se dit c'est un travail en progression. Là, on y va de façon très humble, mais on a essayé de dire qu'est-ce qui pourrait être le plus spécifique par rapport à notre activité qui est réservée, qui est l'évaluation des capacités adaptatives. Tout à fait. Et on a fait l'effort je dirais, de monter de concevoir ce processus-là, comme Lynn le mentionne, à partir d'un bloc, bon, qui est commun, mais surtout la spécificité en psychoéducation. Et c'est là qu'on voit vraiment l'essence de la psychoéducation à travers les 3 dernières étapes, mais on va y revenir de façon plus spécifique. C'est ça. Puis là, on réfère au graphique, justement, que vous voyez. Et on va passer, euh, justement, à la première comment je pourrais dire, la première Préambule? étape, oui, le préambule, c'est, oui, effectivement, merci, hein, c'est le contexte de la demande. Oui, Je pense qu'avant tout, avant de commencer à ramasser nos informations, il faut vraiment s'arrêter sur cette notion-là, qui, à mon sens, qui est fondamentale, puis parfois que peut-être qu'on va trop vite. oui, tout à fait. Puis on remarque dans la pratique que quand on détermine mal ou quand on ne détermine pas bien toute la question du mandat pour lequel on nous sollicite comme professionnel, quand ça, c'est pas fait de façon rigoureuse, le reste de la démarche risque d'être biaisé d'une certaine façon. D'où l'importance de bien saisir, je dirais, l'identification des motifs ou le type de référence qu'on reçoit pour procéder à l'évaluation. Donc, il faut bien camper les motifs parce que parfois, on reçoit une demande avec un message. Par exemple, en milieu scolaire, un enseignant pourrait demander une évaluation psychoéducative, puis on sent que l'orientation est déjà comme prédéterminée, c'est qu'on veut retirer cet élève-là de la classe pour l'orienter ailleurs. Dans la demande, on sent parfois qu'il y a des messages sous-jacents ou des motifs qui ne sont pas clairement établis. Ça, c'est important de bien camper les motifs pour lesquels on nous sollicite pour faire l'évaluation. Je vais me permettre même de décortiquer ce que tu viens de dire, parce que dans juste cet élément-là, il y a beaucoup de choses. Quand on parle au niveau du mandat, on parle de la mission. La Tout à mission fait. de l'endroit où je travaille. Si, mettons, je suis attachée au milieu scolaire comme psychoéducatrice, mon mandat va être très différent que si je suis attachée au CLSC ou au CIUS, ou au CIS, OK? Oui, Et je dois intervenir en milieu scolaire, OK? Donc, déjà, le mandat est relié à la mission et la mission est souvent balisée en plus par les lois. tout à fait. OK? Donc, le cadre législatif aussi va déterminer euh, l'ampleur ou le focus sur lequel je vais faire mon évaluation de l'individu. Tout à fait. Puis, comme exemple, Lynn, ce que tu apportes, ce qui est vraiment pertinent, c'est le législateur au Québec a voulu orienter certaines activités réservées à différentes professions. Notamment en psychoéducation, si on voit le cadre législatif en LGPA avec les jeunes contrevenants, le psychoéducateur a des activités réservées pour évaluer les capacités d'adaptation de cet adolescent-là qui est sous cette loi-là.
mais il y a aussi la loi sur la protection de la jeunesse, il y a la loi sur les services sociaux, il y a tout le cadre législatif au Québec, c'est-à-dire le Code civil, qui balise ou qui oriente certaines dimensions de notre évaluation, et ça, c'est important d'en tenir compte au tout début, avant même de commencer la démarche. Totalement. Puis je pense qu'il faut, dans le Code civil, ça vient avoir un éclairage sur qu'est-ce qu'on fait, mais c'est aussi, surtout lorsqu'on travaille avec des enfants qui ont moins de 14 ans, c'est on doit avoir l'autorisation, OK, du parent. Donc, tout, tous ces lois-là vient comme Alimenter ou bonifier, alimenter, même, je dirais, organiser. organiser et limiter Oui. d'une certaine façon ou cibler, OK, la demande d'évaluation. Et tantôt, tu parlais aussi du motif. Alors, c'est intéressant de savoir le motif. Est-ce que le motif, il vient d'une référence, comme par exemple, tantôt, tu parlais de l'enseignante. L'enseignante, ça se peut qu'elle, cet enfant-là, elle trouve qu'il est trop perturbé et finalement, ce qu'elle veut, c'est avoir une évaluation pour qu'il change soit d'école ou de classe spécialisée. Mais est-ce que c'est la demande de l'enfant? Est-ce que c'est la demande du parent? Donc, je pense que quand on fait une évaluation, dans le motif, il faut comprendre quel est le motif par rapport à la référence, Oui. mais aussi des gens qui sont concernés de près. On observe actuellement que dans certaines commissions scolaires, il y a des psychoéducateurs qui sont mandatés pour évaluer et pour faire des évaluations psychoéducatives, alors que le mandat, alors que le besoin des intervenants, c'est plus d'amener une cote, c'est-à-dire une cote de difficulté 12, 13, 53. Donc, mais c'est pas la même chose. La cote de difficulté, c'est une démarche qui est davantage administrative pour les besoins de l'école, pour s'assurer d'avoir les services nécessaires, mais ce n'est pas une évaluation psychoéducative. Il faut départager, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont plus d'ordre administratif ou il y en a d'autres qui sont plus d'ordre clinique, comme l'évaluation psychoéducative, d'où l'importance de clarifier dès le départ le mandat pour lequel on est sollicité. Et la référence est parfois différente des motifs pour lesquels on procède. Totalement. C'est important aussi parce que quand on va arriver à la transmission des informations, ça va être important qu'on campe bien justement cette démarche-là puis nos orientations. Sinon, bien, on va arriver avec des insatisfactions, soit du référent ou soit du parent qui demande ou de l'adolescent Ouais. qui demande. Donc, c'est important de clarifier ça. Puis, moi, je reparlerai juste vite aussi de la loi 21 qui oblige maintenant aussi, lorsque l'individu a un diagnostic en santé mentale, qu'il y ait une évaluation psychoéducative qui doit être faite par quelqu'un qui fait partie D'un ordre, membre, oui. d'un ordre professionnel. C'est-à-dire, Tout à fait. il faut que cette personne-là, qu'elle soit de l'ordre des psychoéducateurs ou d'un autre ordre, mais ça demande une évaluation qui est plus spécialisée. Oui. Puis avant, tu vois, là, on n'a même pas encore commencé le processus. Donc, on voit l'importance de bien identifier préalablement à notre démarche des éléments de cet ordre-là qui sont parfois des éléments, tu l'as soulevé tantôt, Lynn, d'ordre déontologique par rapport au consentement qu'on doit aller chercher auprès des parents, si tu l'as mentionné, si la personne a 13 ans ou moins. Mais par contre, il y a des dimensions parfois éthiques aussi qu'il faut clarifier, ou toutes les dimensions administratives ou les enjeux parfois qui sont importants. Donc, avant même de débuter la démarche, il faut s'assurer d'avoir toutes ces informations-là pour pouvoir procéder de façon neutre dans notre évaluation. C'est ça. Donc, ça implique automatiquement toute la trajectoire des services, puis où on se situe là-dedans Oui. pour baliser notre évaluation. Tout à fait, tout à fait. On arrive à la première étape. La première étape, c'est une étape qui est quand même importante où on rassemble les principaux faits. C'est sûr que, tantôt, on l'a mentionné, les motifs pour lesquels on fait une évaluation, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on va établir certains comportements qui sont inadaptés ou certains comportements dérangeants pour lesquels on nous sollicite pour l'évaluation, pour la démarche. Donc, dans un premier temps, ce qu'on propose, c'est d'aller chercher les principaux faits, c'est-à-dire les éléments sur lesquels vont porter notre jugement clinique, les éléments sur lesquels on demande notre opinion professionnelle. Donc, il s'agit de ne pas tout énumérer parce que c'est quand même une démarche qui est laborieuse, mais de cibler les principaux faits. Puis aussi, il faut mentionner que dans la méthode qu'on propose, ce n'est pas une méthode qui nécessite obligatoirement une rédaction
d'un rapport d'évaluation psychoéducative, comme les lignes directrices le suggèrent, mais ça peut être une synthèse qui va être reconnue au plan clinique, une synthèse des étapes qui vont nous amener à porter un jugement sur l'évaluation des capacités de notre client. Mhm. Puis je dirais dans cette collecte de données-là, alors c'est déjà un art, c'est déjà compliqué. C'est-à-dire que si cet enfant-là ou cet adulte-là a déjà eu un suivi, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a été fait. Donc, on peut aller consulter les dossiers avec son accord, bien entendu. Mais il y a aussi toute l'observation de cet individu-là, il est comment avec nous? Oui. OK? Il est comment avec nous en entrevue? Donc, ça, c'est des informations. Ça peut être aussi, et je le souhaite, OK, de l'observation. OK? J'ai beaucoup de questionnements. On me dit, Lynn, est-ce que tu penses que c'est encore obligatoire d'aller évaluer dans les milieux? Et je dis souvent, c'est pas obligatoire, mais c'est tellement riche. Et peut-être qu'effectivement, ça prend plus de temps au point de départ, mais comment ça peut être plus productif parce qu'on peut avoir de l'information qui, autrement, on n'aurait pas. Oui, puis je vais faire un lien avec les perspectives théoriques qu'on a élaborées précédemment dans la première section de la capsule. Les orientations théoriques vont nous donner des outils, nous proposer des outils pour observer les comportements, qu'on soit à l'école ou dans le milieu de travail ou dans les différents milieux, dans la famille. C'est des grilles d'observation qui sont conçues à partir des concepts théoriques pour lesquels on adhère à une perspective théorique. C'est important d'utiliser ça parce que ce sont des outils qui sont validés, pour lesquels ça nous aide à aller chercher les comportements spécifiques qui nous interpellent. Et ça, c'est important aussi de le souligner parce que souvent, on ne fera pas une observation improvisée. On va se donner des cibles, des centrations, puis les grilles nous aident aussi à colliger les bonnes informations, les bonnes données, les bons comportements. Puis je pense que c'est un processus où justement on se questionne tout le long. Puis c'est comme ça qu'on vient bonifier. Je me pose une hypothèse. Ah, mais est-ce que l'enfant a le même comportement lorsqu'il est dans un milieu moins structuré, par exemple? Bien, si je le vois en train de sortir de la classe, bien, je vais pouvoir répondre à ce questionnement-là, ou si je le vois à la récréation, par exemple. Donc, je pense que cette compilation-là des données, OK, nous aide à justement commencer à faire des hypothèses, à faire ce travail-là. Là. Tantôt, tu le mentionnais, Lynn, une des spécificités du psychoéducateur, c'est qu'il a accès à ces informations-là. Il a accès à du contenu dans du vécu partagé qu'il voit dans la famille ou qu'il voit dans l'école ou peu importe dans les secteurs. On a accès à ces informations-là, d'où l'importance de les colliger de façon rigoureuse pour pouvoir, comme tu le mentionnais, avancer des hypothèses interprétatives ou des hypothèses de la dynamique du client qu'on évalue. C'est ça. Puis j'aimerais juste ajouter que je crois que historiquement, c'est ce que ça a fait notre force pour le psychoéducateur, c'est-à-dire cette capacité-là d'aller évaluer dans le milieu. C'était quelque chose qui était vraiment apprécié pour avoir travaillé en pédopsychiatrie ou travaillé en centre jeunesse. C'est quelque chose, c'est de l'information qu'on vient chercher auprès du psychoéducateur pour venir bonifier notre compréhension de cette personne-là. Ce qu'on observe dans la pratique avec les étudiantes à la maîtrise, c'est le défi, c'est de cibler les principales observations, les principaux faits, parce que souvent, on va documenter beaucoup, puis parfois, c'est trop laborieux. La description des comportements est laborieuse. L'objectif qu'on suggère, c'est-à-dire le défi réside dans le fait de cibler ce qui est plus pertinent. Puis comme exemple, on pourrait mentionner, si on évalue un adolescent qui a des troubles de comportement, par exemple, puis que la mère nous rapporte que quand il était tout petit, dans l'anamnèse, il a fait, par exemple, plusieurs otites, des otites à répétition, puis qui aurait même été intubé à quelques reprises, c'est pas nécessairement une information qui est pertinente, parce que si on évalue un adolescent qui présente des troubles de comportement, je ne tiendrai pas compte de cette observation-là. Par contre, si c'est un adolescent qui présente aussi un retard de langage, bien, peut-être que cette information-là, du moment où des otites, peut être significative. C'est à moi, comme professionnel, à déterminer qu'est-ce qui appartient
à une trajectoire qui pourrait être explicative éventuellement. Donc, ça, c'est important de le souligner. Effectivement. Quelle information que j'ai besoin pour comprendre? Oui, tout à fait. Et comprendre, c'est que ça déjà, par le mandat que j'ai, par les motifs de référence, je devrais avoir des hypothèses qui m'amènent à aller vérifier. Alors, c'est sûr qu'au point de départ, je peux en avoir plus qu'une. OK? Et Ouais. c'est comme ça, j'ai confirme, je les infirme. Alors, c'est un peu ça. Alors, si je suis avec un trouble de comportement, ben peut-être je vais trouver que une anamnèse très pointue ne sera pas efficace. Par contre, si j'arrive avec un adolescent qui a des troubles d'apprentissage, Ouais. mais là, peut-être que oui, je vais vouloir avoir un historique de ses bulletins, puis je vais vouloir aussi savoir des éléments au niveau de son anamnèse. Tout à fait, tout à fait. Puis je dirais par rapport à cette première étape-là, puis on l'a mentionné, puis on le répète, c'est, oui, on dit les premières étapes, c'est des étapes communes à l'ensemble des professions psychosociales, mais l'avantage en psychoéducation, c'est qu'on a accès au vécu, et ça, c'est vraiment un spécifique qu'on doit exploiter, je le dis sans être péjoratif, mais on doit exploiter cette dimension-là. On arrive à la deuxième étape, Lynn, où là, c'est davantage d'établir ce qu'on observe chez les individus, nos clients, en termes de facteurs, soit de risque ou de facteurs de protection. Et on l'a mentionné dans la partie sur le savoir, le modèle de Cummings qui nous invite à élaborer, à déterminer ou à évaluer ce type de facteurs-là. Les facteurs de risque, on a des facteurs de risque individuels, puis on a des facteurs de risque environnementaux. C'est pareil, c'est la même chose pour les facteurs de protection qui sont individuels, puis on travaille, on évolue avec des facteurs de protection qui sont environnementaux également. Là, je dirais que c'est vraiment comme la croisée, vous voyez le graphique, c'est la croisée entre les forces que je vois de l'individu, ses faiblesses, Oui. via aussi le milieu, mais c'est aussi par rapport aux données probantes. Oui. OK? Dans le sens que les données probantes vont nous dire que certains éléments, comme par exemple, si je prends un jeune qui est identifié comme ayant un TDAH, par exemple, je vais savoir que dans les facteurs, son tempérament va être un facteur de risque. Tout à fait. OK? Mais son intelligence, sa capacité... Sa créativité. C'est ça, sa créativité, son jugement va être des facteurs de protection. Donc, c'est que au lieu de faire des éléments excessivement exhaustifs sur toutes les ressources de la personne, tous ses déficits versus pour lui ou pour son environnement, bien, on cible ceux qui font le plus sens, ceux qui vont venir comme apporter un plus à notre compréhension de l'individu et de sa famille ou de son environnement, mais en plus qui va être déterminant plus tard dans le plan d'intervention. T'sais. Exactement. Ce qu'on observe aussi, puisque la littérature nous rapporte, et c'est assez important, c'est que, par exemple, les facteurs de risque sont des facteurs qui ne s'additionnent pas, mais qui se multiplient quand on rajoute des facteurs. Puis, comme exemple, on pourrait parler d'une mère monoparentale qui aurait un facteur de risque associé à une intelligence ou une lenteur intellectuelle, par exemple. C'est un facteur de risque en soi. Si elle est mère de 3 enfants, elle a une lenteur intellectuelle. Puis si en plus, elle réside dans une région éloignée où elle n'aurait pas, par exemple, accès à du transport en commun, comme dans les centres, comme dans les grandes villes, puis elle n'aurait pas accès, par exemple, à des ressources communautaires comme la maison de la famille ou peu importe, c'est un facteur de risque. L'isolement est un facteur de risque qui vient donner encore beaucoup plus de sens à la dynamique de cette maman-là. Et ce qu'on voit, c'est que l'addition des facteurs de risque fait en sorte d'avoir un effet, je dirais, exponentiel. Puis ça, bien, faut le considérer. Puis quand on a bien identifié les motifs pour lesquels on nous sollicite, bien, l'ensemble des facteurs, généralement, on va identifier ceux qui sont les plus significatifs dans le contexte de cette personne-là. Et ça, bien, je pense que c'est important de bien l'identifier, puis de savoir qu'un facteur de risque ou un facteur peut être aussi un facteur de protection dans un autre contexte. Puis je prends souvent l'exemple d'une mère monoparentale qui commence une relation avec un nouveau conjoint. Pour l'enfant de 7 ans, ça peut être un facteur de protection parce qu'il
il va avoir accès à une figure masculine avec qui il va pouvoir jouer puis s'amuser, alors que pour son frère de 11 ans, l'arrivée d'un conjoint pour sa mère, ça peut être un facteur de risque parce que c'est un rival par rapport à son père. Donc, dans un cas, ça peut être un facteur de protection pour le plus jeune, puis ça peut être, on peut l'évaluer comme un facteur de risque pour le plus vieux. Donc, il s'agit de bien identifier l'ensemble des facteurs, autant personnels qu'environnementaux. Puis tantôt, on le soulevait, les facteurs environnementaux, c'est des facteurs qui sont reliés à la famille, mais ça peut être plus large que la famille. Au-delà de l'interaction avec les parents, ça peut être l'interaction avec l'école, avec le milieu de loisirs, le milieu de travail. Donc, c'est important d'évaluer ces facteurs-là. Et tantôt, on parlait de la migration, mais on sait que le facteur environnemental est hyper important pour pas l'isolement, mais donc c'est des éléments. Et là encore, au niveau des parents, il faut faire comme une différence. On sait que dans les milieux plus chaotiques, OK, de pauvreté, un parent qui va être beaucoup plus sévère, c'est un facteur de protection. Tout à fait. Dans un milieu plus nanti, où il y a beaucoup plus de ressources, mais ça peut devenir un facteur, justement, de risque. Alors autant, il faut comme continuer à aller au niveau de la recherche pour comprendre toutes ces nuances-là. Puis ces nuances-là, bien entendu, il faut le faire à l'intérieur de notre rapport. Ouais. Mais comme tous ces facteurs-là sont importants, puis qu'on a des mandats, ça nous amène au deuxième tableau. Oui. Okay, qui nous amène à les facteurs proximaux puis les facteurs distaux. Oui. Les facteurs proximaux, c'est des facteurs sur lesquels le psychoéducateur, dans le cadre de son mandat, dans le cadre de la mission pour laquelle il est investi, va pouvoir avoir un impact. C'est-à-dire que les facteurs proximaux sont des facteurs où on demande une intervention quand même assez rapide, mais qui s'inscrit dans le mandat pour lequel je suis investi. Les facteurs distaux sont des facteurs qui sont aussi importants, mais pour lesquels je n'ai pas nécessairement un impact rapide ou ça ne relève pas de mon mandat ou de la mission pour laquelle je travaille, par exemple. Alors, puis comme exemple, on pourrait identifier l'évaluation psychoéducative d'un élève en trouble de comportement à l'école pour lequel on considère que moi, comme psychoéducateur, dans le mandat que j'ai, je vais devoir travailler certaines habiletés sociales, par exemple, chez l'élève. Et on observe également certaines lacunes au niveau de l'encadrement des parents. Bien, l'encadrement du parent ou des parents ne relève pas de mon mandat à l'école, mais je vais quand même orienter ou faire une proposition pour recommander, par exemple, que les parents aient du soutien, soit du CIUS ou du CIS ou de certains professionnels. Donc ça, l'accompagnement du parent devient un facteur distant, alors que l'intervention auprès de l'élève, là, c'est un facteur proximal parce que ça m'appartient à moi. Donc, ce qui est important de mentionner dans notre démarche, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à court terme qui relève de mon mandat, puis parallèlement, qu'est-ce qui est distant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important, mais qui pourrait être, je dirais pas interprété, mais mis en place par d'autres professionnels qui sont des collaborateurs, par exemple. Dans le fond, on est en train de mettre la table pour dire que plus tard, dans nos recommandations, même si nous, ce n'est pas à l'intérieur de notre mandat, on trouve que ces éléments-là, c'est important. Dans la pratique, souvent, on voit les intervenants, puis les psychoéducateurs nous disent, on les confrontait parfois à des délais. Tu parlais milieu scolaire, mais je pense que les enfants en bas de 5 ans, par exemple, on me disait, oui, mais tu sais, il faudra absolument qu'ils soient évalués en orthophonie, mais l'orthophoniste, il y a une liste d'attente. OK? Donc, je pense que dans le proximo, on met ce que nous, on peut faire comme stimulation auprès de cet enfant-là, OK, dans le milieu dans lequel on travaille, mais dans les facteurs, OK, plus distaux, on va dire, ben oui, peut-être ça prend une évaluation en ergo, ça prend une évaluation en orthophonie, et par la suite, quand on va arriver dans les recommandations, on va encore ressouligner ces éléments-là. Donc, dans le fond, on l'a ajouté ces éléments-là pour donner un levier au psychoéducateur qui dit, mais juste mon intervention est peut-être pas suffisante. Mais on donne la possibilité parce que lors de son évaluation, il a vu que ces éléments-là sont aussi importants, mais ça ne fait pas partie de son mandat. Exactement. C'est pour ça que ce qui est intéressant aussi à soulever, c'est un aspect qui est davantage technique, c'est
On cible les principaux éléments, autant les facteurs de risque que les facteurs de protection, les facteurs proximaux ou distaux. L'idée, c'est de cibler les plus significatifs dans le contexte pour lequel on fait l'évaluation actuelle. Donc, on n'énumère pas nécessairement 25 facteurs, mais on pourrait dire 4 ou 5 facteurs dans chacune des dimensions, puis ça nous donne un profil quand même global. Puis comme Lynn le soulevait, ça annonce en même temps les éléments en termes de recommandations qu'on va faire éventuellement là, à la fin de la démarche d'analyse. Les 3 premières étapes qu'on soulevait tantôt, qu'on mentionnait, dans le fond, on les réalise maintenant. Une fois que ça, c'est complété, où on a quand même beaucoup d'informations, là, on arrive dans des éléments plus spécifiques à la psychoéducation. Oui, totalement. Alors, je dis que c'est le travail de l'analyse, OK? Oui. L'analyse commence. Oui. Et ce qui est important à soulever, c'est que cette analyse-là, faut la faire à partir des sphères qu'on a ou des perspectives, des 4 perspectives qu'on a élaborées précédemment, mais aussi à partir des paramètres du comportement, parce qu'on observe que tout comportement a des paramètres significatifs. Puis ça, c'est important de soulever parce que parfois, on oublie de regarder les différentes dimensions. Puis comme vous le voyez sur le tableau, il y a une dimension qui est une dimension cognitive, des paramètres cognitifs aux différents comportements. Il y a des paramètres qui sont davantage reliés aux émotions. Il y a des paramètres sur les agirs, c'est-à-dire les comportements comme tels, puis les réactions physiologiques. Et la littérature nous dit que dans tout comportement, toute manifestation, on peut observer des éléments en lien avec chacun de ces 4 paramètres-là. Mm-hmm. Donc, le fonctionnement de l'individu est élaboré ou bonifié à partir de ces paramètres-là. Et je vous dirais, c'est important d'en tenir compte parce que souvent, on n'a pas, on n'a pas toujours le réflexe de le voir sous ces angles-là. Puis je pense que le réflexe qu'on a le moins de par qu'on est des intervenants psychosociaux, c'est surtout la réaction physiologique ou biologique. Oui. OK? Je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Tu sais, si, mettons, je prends les éléments au niveau de la dépression, mais si c'est la glande thyroïde qui ne fonctionne pas, bien, toute ma compréhension de la capacité adaptative de la personne va être finalement biaisée parce que c'est une réaction qui est avant tout physiologique. Tout à fait. Okay? Donc, c'est hyper important. Déjà, c'est sûr que si on regarde le DSM-5 maintenant, avec toute la dimension neurodéveloppementale, on est plus avancé à réfléchir sur des éléments qui sont beaucoup plus d'ordre physiologique ou biologique. Là. Mais c'est hyper important de la regarder, cette dimension-là, de la garder comme tout le temps en veille. Oui. Est-ce que le comportement qu'on dit inadapté cache d'autres éléments, OK, qu'on n'a pas? Puis je pense qu'on peut penser aux difficultés de sommeil, on peut penser à une mauvaise alimentation, on peut penser à toutes sortes d'éléments qui pourraient influencer finalement les autres zones pour lesquelles on met moins d'éléments, mais qui sont aussi importants. Oui. Là, toute la somatisation, puis on remarque souvent que par exemple, il y a des maux, soit des maux de ventre, des maux de tête qui sont exacerbés parce qu'on est dans une situation déstabilisante. Donc, le corps parle beaucoup et il faut être sensible à ça, que ce soit chez les enfants anxieux, on va observer beaucoup, on va être sensible au rythme cardiaque, vraiment aussi la rougeur. Ce qu'on soulève, c'est l'importance finalement de tenir compte de ces symptômes-là, c'est une symptomatologie parfois somatique qui nous amène beaucoup de contenu qu'on doit considérer dans la démarche. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des autres dimensions, mais ça, on les regarde le plus souvent. On regarde au niveau du comportement, surtout quand on fait appel aux psychoéducateurs, au niveau, comme tu disais, au niveau des agirs, au niveau comportemental. Alors, souvent, on fait appel. Alors, qu'est-ce que ce comportement-là vient signifier? Qu'est-ce que ce comportement-là, il arrive quand? À quel moment? Donc, toute l'importance, justement, de ce qu'on appelait l'analyse fonctionnelle est importante pour essayer de voir au niveau de ce langage-là. Peut-être j'allais rajouter, Lynn, ce que la littérature aussi rapporte, puis ce qu'on observe aussi en pratique, c'est que parmi les 4 dimensions, les 4 paramètres qu'on évalue, le comportement et les cognitions précèdent les émotions et les réactions physiologiques. Ce que ça dit, c'est que
Normalement, avec une approche cognitive comportementale, mais c'est un peu différent avec les autres modèles théoriques, mais c'est le même processus, c'est qu'il y a des dimensions qui dirigent, c'est-à-dire que les comportements et les cognitions vont donner un sens aux émotions puis aux réactions physiologiques. Puis ce qu'on voit, par exemple, chez les personnes anxieuses, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est les émotions qui guident le comportement et les cognitions. Alors qu'il faut rétablir, c'est-à-dire dans une démarche davantage de traitement, il faudrait rétablir un phénomène un peu inverse, c'est-à-dire qu'il faut que les émotions suivent les cognitions et non l'inverse. Donc, c'est important de voir comment, chez notre client, la personne qu'on évalue, comment se départage l'influence réciproque entre ces quatre paramètres-là. C'est ça. Puis je pense que quand tu parles des émotions, je pense aussi qu'il faut la regarder au niveau physiologique, c'est-à-dire les sensations, l'étouffement, les palpitations, comme tu disais, au niveau du cœur. Même les jeunes enfants vont le dire. On dirait mon cœur, il y a un moteur, là, puis je ne suis pas capable de l'arrêter. Donc, c'est comme important de les interrelier, mais aussi des fois des séparer pour mieux saisir comment je pourrais dire ça, l'influence qu'ils ont sur les autres dimensions. Alors, c'est sûr qu'au niveau du comportement aussi, c'est parfois, les gens ont une tendance à mettre le comportement juste sur des comportements ciblés. Mais la personne, c'est comment son allure, OK? C'est comment son hygiène est comment, OK? Est-ce qu'elle est à proximité de moi? OK? Des fois, on dit qu'il y en a qui rentrent dans notre bulle. Il y en a d'autres, au contraire, ils sont... Alors, tous ces comportements-là nous informent de comment cette personne-là entre en relation avec nous ou avec les autres. Déjà, ça nous donne énormément d'informations. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on n'a même pas encore parlé de l'émotion, puis on n'a pas parlé des cognitions. Tout à fait. Mais ce qu'on rappelle dans la démarche, c'est, puis on dit souvent, c'est chacune de ces dimensions-là a un sens. Et le défi consiste à essayer de décoder ce qu'il y a derrière ce sens-là pour pouvoir en arriver à une analyse qui est plus en lien avec les différentes perspectives. C'est-à-dire, on a le fonctionnement individuel qu'on vient de regarder, mais il faut le voir aussi en perspective avec les différents modèles. Pour ça, c'est intéressant si on regarde justement la personne, comment qu'elle va expliquer ce qu'elle vit. Mais souvent, parce que le comportement va être inadapté, bien, on va voir dans une approche cognitivo que ça va être une distorsion cognitive. Tout à fait. Ou une erreur de pensée ou des pensées irrationnelles ou des pensées spontanées qui ne sont pas nécessairement des pensées qui sont adaptées au contexte. Dans une approche psychodynamique, bien là, on parlera plus de mécanismes de défense. Oui, ou encore de la qualité du lien d'attachement qui peut avoir un impact dans les relations, parce que souvent des gens qui n'ont pas pu bénéficier d'une qualité, je dirais, optimale, ça va se répercuter dans le type de relation chez les enfants, les adolescents et les adultes. Donc, ça, c'est des dimensions psychodynamiques qui sont importantes. Puis tu l'as mentionné, comment la personne inconsciemment adopte des mécanismes d'adaptation ou des mécanismes pour se défendre. Ça aussi, c'est très présent chez tous nos clients. Mais chez toutes les personnes, on est comme ça. T'sais. Exact. Puis bon, tu as toute la régulation aussi, les mécanismes de régulation du corps, tantôt qu'on parlait. Est-ce qu'elle rougit? Est-ce qu'elle blémit? Est-ce qu'elle se met à transpirer? Est-ce que... Bon, alors là, on voit aussi comment le corps s'adapte à l'intérieur de ça. Et bien, c'est sûr, dans la dimension plus comportementale, bien, ça va être comment la personne va s'ajuster, quelle réaction qu'elle va avoir. Mais tout ça, ça va être bonifié vraiment selon nos perspectives, comme on l'a parlé tantôt, qui est les approches plus soit psychodynamiques, soit cognitivo-comportementales, soit humanistes. Parce qu'humaniste, on pourrait dire, c'est quel conflit qui rentre, quel besoin qui n'a pas été répondu pour que la personne agisse de telle façon, là. Oui, puis souvent, le comportement inadapté, on va le mentionner comme ça, a comme fonction secondaire la réponse à un besoin. Puis ce besoin-là qui n'est pas comblé ou qui est insatisfaisant, c'est important de bien cibler parce que l'intervention éventuelle va devoir porter sur je dirais, une cible pour combler ce besoin-là qui est lacunaire. Donc, d'où l'importance au plan, je dirais, humaniste, de bien saisir quel besoin est en souffrance et le comportement inadapté tend à répondre à quel besoin. Donc,
Ça, c'est... Et aussi, au plan humaniste, ce qu'on doit tenir compte, c'est euh, la mobilisation du client, comment le client se mobilise par rapport de la personne, c'est-à-dire comment la personne se mobilise pour passer d'une étape X à une étape Y, c'est-à-dire de passer c'est-à-dire rétablir cet écart-là le plus possible pour éviter l'inadaptation qui se poursuit. Puis bien entendu, mais la partie des émotions, c'est tous les sentiments, c'est toutes les émotions primaires, Oui, qui est la peur, qui peut être la peine, qui peut être le dégoût. tout Donc, à fait, c'est toute la panoplie de sentiments aussi qui sont liés à ça, là. tout à fait, tout à fait. Good. Alors, je pense qu'on arrive à la seconde, à l'autre étape, OK, qui est la cinquième. Oui, bien, peut-être, je rappellerai en terminant cette étape-là l'importance, comme on l'a mentionné tantôt précédemment, de faire des liens avec les perspectives théoriques. Il y a les paramètres du comportement, mais ces paramètres-là sont également en lien avec les différentes perspectives. Et ça, ben, je pense qu'on a dans le volume, on a présenté un tableau dans lequel on donne certains points de repère pour chacune des perspectives qu'on a identifiées. C'est peut-être intéressant, comme, étant donné que vous êtes en apprentissage, au plan pédagogique, de relire ces éléments-là. Peut-être que ça peut nous donner des points de repère. Ça identifie en tout cas des points d'ancrage dans lesquels on peut porter notre jugement ou avancer un jugement clinique, là. C'est ça. Puis même aussi dans le dernier chapitre, on a quand même aussi des illustrations, OK? Oui, Où on vient justement bonifier notre compréhension avec chacun de ces perspectives-là. tout à fait, tout à fait. Juste des éléments pour arriver finalement à porter Un un jugement. jugement. Oui. OK. Puis l'étape qui suit, comme tu mentonnais, c'est le jugement clinique, c'est-à-dire l'élaboration d'un jugement clinique. Et l'élaboration du jugement clinique, c'est comme si on arrivait dans pas à la fin de la démarche, mais dans une section de la démarche où on prend en compte l'ensemble des informations qu'on a recueillies depuis l'identification du mandat ou des motifs jusqu'à, bon, l'identification des observations, les points de repère au plan du comportement, puis les points de repère au plan de l'analyse des perspectives théoriques. On arrive ici à une synthèse. Une synthèse qui est professionnelle, c'est-à-dire pas une synthèse technique, dans le sens où on collige les informations, mais on doit, comme professionnel, se prononcer, apprécier l'ensemble des informations pour porter un jugement, notre opinion professionnelle comme psychoéducateur. On doit le faire à partir de points de repère qu'on vient d'identifier, mais à partir de l'ensemble de la configuration de toutes les informations qu'on a retenues. Totalement. Alors, moi, je pense que c'est la plus dure étape, c'est-à-dire la synthèse. C'est qu'est-ce que je viens apporter quand les personnes vont lire le rapport, qu'est-ce que je viens apporter de compréhension? Oui, Comment je viens expliquer que cette personne-là agit de telle façon? Alors, c'est un peu ça. Je viens porter un éclairage sur oui, ses capacités adaptatives. Donc, j'ai tout à à fait. formuler certaines hypothèses, parce que, bien entendu, on est dans des hypothèses, parce que c'est pas aussi... Clair, c'est pas oui, aussi exact. limpide, là. Si on a besoin d'un avis, d'une expertise, c'est parce qu'on a besoin de ce niveau-là de compréhension. Alors, toute la partie du jugement clinique, c'est justement cette configuration-là de tous les éléments, mais c'est nos impressions. Oui. C'est nos Quand, impressions. quand tu dis là, la configuration des éléments, c'est que on arrive à un point où tu parles d'impression, c'est nos impressions cliniques, c'est-à-dire que la personne qu'on a évaluée présente un profil qu'on peut associer à différentes, je dirais, différentes dimensions. Ça peut être des dimensions affectives, des dimensions cognitives, mais est-ce qu'on est en face d'un enfant qui présente un profil anxieux, par exemple, ou est-ce qu'on est en présence d'une adolescente qui présente des troubles qui s'apparentent à des troubles alimentaires, par exemple? Sans aller vers des diagnostics, on a quand même une configuration de symptômes, une symptomatologie qui nous amène vers certains points de référence ou points de repère qu'on peut utiliser souvent maintenant en psychoéducation. On voit des intervenants référés à un répertoire comme le DSM-5 ou le CFTM ou d'autres répertoires de diagnostic.
pour appuyer un peu leur jugement, leur hypothèse, sans bien sûr aller vers des diagnostics. C'est ça. Je pense On ne va pas vers un diagnostic, on tente quand même d'établir, comme j'ai une compréhension clinique Oui. de cet individu-là. Et ça, une fois ça qu'on fait, on a aussi la tâche, puis ça, tantôt on y reviendra, mais on a aussi la tâche de faire une appréciation du potentiel de cette personne-là dans un second temps, pour finalement arriver aussi à un diagnostic, un pronostic. un pronostic beaucoup plus élaboré. Oui. Quand tu parles, Lynn, d'élaborer le potentiel d'adaptation, le potentiel adaptatif, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact, l'influence mutuelle entre les facteurs les facteurs de protection et les facteurs de risque, mais les caractéristiques personnelles, c'est-à-dire le potentiel adaptatif individuel, puis le potentiel expérientiel, c'est-à-dire les caractéristiques de l'environnement. Cette influence bidirectionnelle doit être prise en compte quand on évalue le potentiel. C'est-à-dire quand on veut porter un jugement sur le potentiel de la personne, c'est-à-dire qu'on va regarder ses propres caractéristiques en lien avec les caractéristiques de son environnement immédiat. Et ça, bien, je pense que c'est essentiel parce que puis c'est vraiment individuel, c'est-à-dire c'est vraiment unique. C'est-à-dire la personne, c'est un enfant de 5 ans, qui a ses propres caractéristiques personnelles. C'est très différent d'un adolescent de 15 ou 16 ans qui a aussi ses caractéristiques. Puis on le regarde en interaction avec l'influence de son environnement. C'est sûr que l'environnement auprès d'un enfant de 5 ans, je dirais l'impact de l'environnement est beaucoup plus grand que, par exemple, chez l'impact d'un environnement d'une famille auprès de son adolescent de 16 ans. Donc, c'est pas unique. Il faut l'évaluer dans chacun des cas puis voir l'interaction réciproque. Et je pense que tu ramènes vraiment, puis on le voit dans le graphique, tu ramènes vraiment au propre la psychoéducation. On est en train de regarder le potentiel adaptatif de l'individu. Donc, le potentiel adaptatif, c'est cet individu-là, compte tenu de l'environnement qu'il a, comment il réagit. OK? Oui. Donc, jusqu'à où il est capable d'avoir une réponse qu'on dirait qui est opérationnelle dans le milieu dans lequel il est inséré. Mais en même temps aussi, cet individu-là, il faut le regarder avec le potentiel expérientiel. Le potentiel expérientiel, c'est vraiment le potentiel de l'environnement. OK? Et ça, c'est spécifique à chaque individu aussi, parce qu'on peut avoir, on peut, mettons, si je travaille avec une famille, il peut avoir un potentiel expérientiel qui est plus favorable vis-à-vis d'un enfant, parce que cet enfant-là, avec le type de tempérament qu'il a, OK, le parent est beaucoup plus capable de s'ajuster. OK? Puis avec un autre enfant, à cause qu'il y a un autre tempérament différent, il y a beaucoup plus de difficultés. Donc, le plus de notre formation, en tout cas le plus spécifique, c'est d'être capable de regarder cette interaction-là entre le potentiel adaptatif de l'individu en considérant son environnement, mais aussi de considérer l'environnement via l'individu auquel on l'évalue. La disponibilité des ressources aussi, c'est un élément important parce que l'environnement peut avoir un impact majeur. Puis on parle de disponibilité des ressources, mais aussi la capacité, c'est-à-dire des gens de se mobiliser autour de la personne. Et ça, bien, c'est important de le voir parce que c'est ça qui va déterminer, qui va qualifier, on dit souvent qualifier le potentiel, parce que pour certaines personnes, le potentiel peut être élevé. Pour d'autres, le potentiel peut être modéré, tenant compte du contexte actuel, en considérant la nature des ressources disponibles, par exemple. Oui, puis c'est hyper important que quand tu parles d'actuel, parce que, comme on l'a dit au tout début, on est dans des processus. Oui. Les gens comme individus, on évolue, OK? On est en développement, mais aussi l'environnement est en développement. Donc, à chaque fois qu'on fait un rapport d'évaluation, on fait une photographie, OK? Dans un moment précis où la personne identifiée vit une difficulté. Okay? Oui. Une difficulté que le milieu, environnement, n'a pas été capable d'accompagner suffisamment pour que ça ne soit pas dérangeant. Exactement. Exactement. Donc, c'est important de se le redire, puis de se redire aussi, parce que quand on va arriver dans la transmission de l'information, je pense que c'est important de dire que c'est à ce moment-ci, dans ce contexte-là, qu'on comprend ce qui se passe. Tout à fait, tout à fait. Ça nous amène à l'autre graphique.
OK, qui est très cartésien, je vais Oui. dire comme ça. Puis on l'a fait cartésien parce qu'on s'apercevait que chez les nouveaux professionnels ou même nos étudiants, vous étiez très mal à l'aise à émettre un potentiel qui était faible. C'est comme Oui. si dire qu'un potentiel était faible, c'est comme de dire on n'apprécie pas les gens. Et pour nous, au contraire, c'est important de bien situer comment qu'on voit ce potentiel-là entre le potentiel adaptatif de l'individu puis le potentiel environnemental, expérientiel. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va nous parler aussi de l'urgence d'intervenir, puis de l'urgence de mettre des mesures Oui. palliatives. Alors, Oui. c'est hyper important. Donc, on l'a pensé à un graphique cartésien pour vous aider à réfléchir. Le graphique est sous deux axes. Il y a un axe horizontal où l'axe horizontal réfère je dirais, aux caractéristiques personnelles du client qu'on évalue. Puis l'axe vertical, c'est un axe qui va déterminer les caractéristiques de l'environnement. Dans ce graphique-là, ce qui est important de cibler, c'est d'abord de voir sous l'axe horizontal où on situe notre client. Est-ce que le poids des facteurs, par exemple, personnels, des facteurs de risque personnel par rapport aux facteurs de protection personnelle, à quelle place on se situe? Est-ce que les facteurs de risque ont davantage d'impact que les facteurs de protection? Si oui, dans le graphique, on va se rendre à l'axe, je dirais, à gauche. Par contre, si les facteurs de protection ont davantage d'impact que les facteurs de risque, bien à ce moment-là, on va se situer à droite sur l'axe horizontal. Tantôt, tu parlais de l'âge. OK? Oui. On sait automatiquement que si je suis avec un nourrisson, OK, je vais être beaucoup plus à gauche. Oui. OK? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un nourrisson est beaucoup plus dépendant de son Et plus environnement. vulnérable. Donc, sa vulnérabilité en partant est beaucoup plus grande. Tout à OK? fait. Donc, les caractéristiques de l'enfant dont l'âge vont être très importantes dans cet axe-là. Tout à fait. Puis on fait le même processus pour les caractéristiques environnementales, c'est-à-dire plus on a des éléments environnementaux qui vont supporter le développement ou la stabilité du client, bien, plus on a ces éléments-là, plus ces éléments-là sont présents, plus on va aller vers le haut de l'axe, alors qu'à l'inverse, s'il y a une défaillance, une lacune, ou il y a l'absence de ressources, ou qu'il y a une difficulté au niveau de l'encadrement, l'instabilité, l'incohérence, peu importe, si on évalue que les facteurs de risque ont davantage d'impact que les facteurs de protection environnementaux, donc on va aller vers le bas de l'axe. Comme par exemple, tantôt, lorsque tu parlais de la dame qui était monoparentale, qui est isolée dans un rang quelconque, OK, et qui a une déficience intellectuelle. Donc, on voit que le potentiel est faible. Si on prend le deuxième tableau, on l'illustre par les flèches. C'est-à-dire l'enfant demande beaucoup plus d'ajustement de l'environnement, mais cette pauvre mère-là, OK, qui est dépassée par les événements, que peu de ressources, bien, elle est beaucoup plus en précarité qu'une une mère qui serait pareille, mais que sa mère reste à côté, sa sœur reste à côté, que l'infirmière vient toutes les semaines. Donc, on voit que la flèche peut bouger dépendamment justement de l'environnement. Pas juste le parent, mais son environnement autour va faire qu'on va cibler plus un niveau ou l'autre. Mais ça me parle aussi de l'urgence d'agir. Exactement. C'est pour ça que c'est important, puis on le rappelle souvent, que le potentiel, c'est dans un cadre, l'évaluation, la qualification, l'appréciation du potentiel, ça se situe dans un cadre où c'est contextuel. Un enfant qui présenterait, par exemple, un enfant qui est diagnostiqué autisme. C'est un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, et on va évaluer son potentiel, non pas en lien avec la dynamique qu'il présente, mais en lien avec le défi qu'il a. Si c'est un adolescent qui est autiste, on fait une évaluation psychoéducative pour évaluer ses capacités à intégrer, par exemple, un milieu de stage. Mon jugement clinique ne porte pas sur la dynamique de l'autisme, mais bien sur les capacités de cet adolescent-là à intégrer un nouveau plateau de stage. Donc, on va évaluer son potentiel à partir de ses caractéristiques personnelles, mais aussi des caractéristiques environnementales qui peuvent supporter plus ou moins l'intégration de cet adolescent-là.
D'où l'importance de faire d'avoir la réflexion sous les deux axes, sous les deux angles. Puis je pense que tu amènes une notion qu'on n'a pas beaucoup insisté dans la première partie, mais qui est toute la santé positive, le regard, la santé mentale positive, où on a ce regard-là. Alors, pour un événement qui est arrivé dernièrement, que je vais vous relater parce que il va y avoir un décalage, il y a eu une compagnie qui a décidé que tous ceux qui travaillaient pour chez Walmart, qu'ils mettaient une mise à pied. Donc, on peut voir que ces gens-là, qui avaient un potentiel adaptatif qui était excellent, compte tenu, et tout d'un coup, on les met en situation mésadaptée. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je trouve que ça illustre bien ton propos par rapport à une problématique comme TSA ou même en déficience intellectuelle. Une personne qui peut présenter un super bon potentiel, mais tout d'un coup, on change l'environnement et là, tout d'un coup, on la met en déséquilibre. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un petit peu pour illustrer ces éléments-là. Donc, ça, l'appréciation est importante, de vérifier ça beaucoup entre l'environnement et l'individu, mais il arrive aussi comment le pronostic. On arrive à l'élément du pronostic qui est aussi important dans notre rapport. Oui, parce que le pronostic, dans le fond, on va se prononcer sur l'impact de la situation actuelle sur la trajectoire développementale. Le pronostic, ce n'est pas un déterminisme, c'est plus une probabilité. C'est-à-dire qu'avec toutes les informations que l'on a, on a évalué une personne pour laquelle on a porté un jugement clinique, c'est-à-dire on a avancé des hypothèses cliniques qui seraient associées à une dynamique X, par exemple. On a apprécié le potentiel de cette personne-là. Maintenant, en termes de perspective, c'est-à-dire qu'est-ce qui risque d'arriver si on regarde la situation actuelle. Donc, on va faire cette évaluation-là à partir de la durée, de la fréquence, de l'intensité, puis de l'étendue de la problématique ou de la difficulté qu'on observe. C'est ça. Alors, si on prend la durée, c'est ce comportement-là manifesté qui pose problème. Depuis quand? Est-ce que c'est un comportement qui est récurrent? Est-ce que c'est un comportement qui est ponctuel, qui est récent? Donc, c'est important d'en mesurer un peu l'ampleur, finalement, en termes de temps. Je pense que la durée aussi va être déterminée vite par la fréquence. Et là, il faut faire attention d'aller chercher bien cette fréquence-là, parce que quand on est désespéré par un problème, on a une tendance à dire c'est tout le temps comme ça. Mon enfant, il pète tout le temps des crises. Mais tout le temps des crises, c'est quoi? Une fois? 2 fois par jour? 3 fois par jour? La durée, c'est 5 minutes, 2 minutes, une demi-heure, 1 heure. Donc, ça vient nous parler aussi de l'intensité de la détresse vécue par la personne qui manifeste là-dessus. Tout à fait. OK. Oui. Ce que j'allais dire, c'est que l'intensité, elle est aussi significative parce que il y a certains comportements qui vont être, comme tu le mentionnais, récurrents, fréquents, mais qui n'ont pas une intensité. Puis l'intensité, c'est peut-être plus subjectif parce que tu le mentionnais aussi, Lynn. À juste titre, il y a des parents qui sont des fois exaspérés par le comportement de leur enfant, ce qui fait qu'ils voient l'intensité plus grande ou plus dérangeante que dans d'autres contextes. Donc, l'intensité, c'est peut-être une dimension plus subjective, mais c'est une dimension qu'on doit tenir compte qui est extrêmement importante. Puis, l'autre élément, c'est plus l'étendue, c'est-à-dire qui ça touche exactement, qui ça touche. Est-ce que la famille est interpellée par la dynamique qu'on observe, l'école, les loisirs, les activités parascolaires, etc. Mais je veux revenir sur l'intensité parce que l'intensité, je pense aussi, si on travaille avec les adolescents. L'intensité, on le voit aussi par les réseaux sociaux, c'est une nouvelle variable. Mais mettons, on prend un garçon qui a une peine d'amour et qui, là, il menace d'être violent par rapport soit à son ex ou par rapport au nouveau chum. Bien, l'intensité des propos, il faut être allumé parce que ça nous parle, même si c'est la première fois que ça arrive, même si c'est ça, c'est la première fois en termes de temps, il n'y a pas de fréquence, mais cette intensité-là peut nous allumer des lumières clignotantes pour nous dire ce jeune-là est vraiment en détresse puis il peut faire une bêtise. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et l'étendue, bien, c'est en plus cet adolescent-là, il ne vient plus à l'école.
OK? Il pratique un sport, mais il vient plus aux pratiques du sport. Donc, on voit que le comportement de colère, vengeur, la menace, mais en plus, on le voit que c'est accompagné d'un isolement qu'on voit au niveau social, qu'on voit au niveau à l'école. Puis, Oui, si en plus on le voit au niveau aussi à la maison où le parent dit qu'il n'y a pas accès, là, c'est sûr qu'on est dans des mesures d'urgence. Et tout à fait. on parle vraiment que le pronostic est très défavorable. Là. Tout à fait. Il faut agir rapidement. Oui, exact. OK. Euh, ce qu'on doit aussi considérer, c'est que l'impact sur la trajectoire va nous aider peut-être à bonifier ou à qualifier le potentiel d'adaptation. Ce qu'on remarque, c'est que même chez des clients qui présentent un potentiel limité, par exemple, peut-être que la perspective peut être encourageante ou on peut avoir un pronostic encourageant malgré le fait qu'on a présentement un potentiel limité pour toutes sortes de motifs. Puis quand on élabore le pronostic, c'est un pronostic différentiel, c'est-à-dire que on va faire un pronostic, par exemple, en l'absence, s'il n'y avait pas d'intervention, le pronostic pourrait être défavorable. Alors que quand on dit différentiel, c'est si on met en place des mesures, des moyens pour supporter notre client, bien là, à ce moment-là, on a un pronostic favorable. Ce qui fait que, indépendamment ou presque indépendamment du potentiel qu'on évalue actuellement, on se prononce, on se projette sur un pronostic différentiel, c'est-à-dire en l'absence ou en présence de moyens de support ou de trucs qu'on mettra en place au niveau des recommandations. Alors, quand on clôt cette étape-là, je dirais, on arrive vraiment à transmettre notre opinion professionnelle. Oui. La transmission de l'opinion, de notre opinion professionnelle, elle est majeure, puis même ça fait partie de la loi, des codes de déontologie, c'est qu'on doit, à partir du moment où on fait une évaluation, on doit transmettre notre opinion. Cette opinion-là porte beaucoup sur l'ensemble de la démarche qu'on a fait, mais essentiellement, c'est vraiment le jugement clinique qui prend tout son sens, puis la transmission de nos recommandations ou de notre opinion, elle est stratégique dans la perspective où il y aurait un plan, par exemple. S'il y avait un plan d'intervention ou une prise en charge de la personne, il faut le faire pour que la personne se reconnaisse à travers ce qu'on lui transmet. Parce que c'est une évaluation qu'on a faite conjointement avec elle et cette personne-là doit adhérer, je vais le dire comme ça, à notre analyse, à notre opinion pour qu'on puisse espérer une mobilisation de cette personne-là pour arriver à une prise en charge ou un traitement qui soit significatif ou positif. Totalement. Alors, c'est sûr que toute l'alliance de travail à l'intérieur de notre processus d'évaluation rendu à la transmission, bien, ça va être important justement pour qu'on voit les objectifs au niveau du plan d'intervention, que ce soit plus une co-construction dans un certain sens, Oui. pour l'adhésion puis de la prise en charge, et peu importe l'âge, je dirais, de l'individu qu'on évalue. Puis, au niveau du plan d'intervention, parce que, bon, si nos recommandations, notre mandat arrête aux recommandations, il faut qu'on soit capable d'aider le prochain intervenant à appliquer un plan d'intervention. Et là, on va mettre en lumière, justement, notre compréhension, mais on peut revenir, justement, sur les éléments distaux, tantôt qu'on a parlé. Dans l'immédiateté, qu'est-ce qu'on préconise au niveau des interventions et, à plus ou moins terme, les autres éléments qu'il va falloir prendre en compte pour aider ces gens-là, bien, cet individu-là et son environnement à maximiser leur potentiel. Souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on doit s'assurer d'un lien étroit entre la première étape, qui est plus l'identification des motifs pour lesquels on nous sollicite pour l'évaluation, puis les recommandations, les conclusions. Il faut qu'il y ait un lien étroit entre ce pourquoi on me demande mon avis, puis les recommandations pour lesquelles je vais apporter mon jugement. Parfois, il n'y a pas nécessairement de cohérence et il faut être prudent. Il faut s'assurer que nos recommandations répondent aux motifs pour lesquels on sollicite notre évaluation. Totalement. Alors, si vous voulez approfondir le sujet, je vous réfère toujours au livre, c'est à la page 71 à 111.
Et dans la dernière partie, on va parler plus justement de nous comme individus, OK, le rôle important qu'on a dans la création de cette alliance-là et dans le processus d'évaluation. Parce que le processus d'évaluation, s'il est bien fait, habituellement, il y a une bonne adhérence, et peu importe le contexte dans lequel on travaille, même en contexte d'autorité, je pense qu'il y a moyen de créer une alliance et de dire les choses de façon convenable, que la personne saisisse bien que ce jugement-là n'est pas pour la blâmer, mais pour améliorer soit son rapport avec son enfant ou soit elle, son fonctionnement dans la vie.